Je voudrais citer l'écrivain Sylvain Tesson, qui dans son dernier livre, Bérésina, nous livre une très belle définition des hauts lieux. Un haut lieu, c'est un arpent de géographie fécondé par les larmes de l'histoire, un morceau de territoire sacralisé par une geste, maudit par une tragédie, un terrain qui, par-delà les siècles, continue d'irradier l'écho des souffrances tues ou des gloires passées. C'est un paysage béni par les larmes et le sang. Tu te tiens devant et, soudain, tu éprouves une présence, un surgissement, la manifestation d'un je ne sais quoi. C'est l'écho de l'histoire, le rayonnement d'un événement qui sourd du sol comme une onde. Ici, il y a eu une telle intensité de tragédie en un si court épisode de temps que la géographie ne s'en est pas remise. Les arbres ont repoussé, mais la terre, elle, continue à souffrir. Quand elle voit trop de sang, elle devient un haut lieu. Alors, il faut la regarder en silence, car les fantômes la hantent. En écho à cette citation, nous écouterons d'abord Duarte Branquinho, journaliste et écrivain portugais. Il est directeur de l'hebdomadaire O Diabo et président de l'association culturelle Terra et Povo. Duarte va évoquer devant nous l'âme de la tour de Belém qui garde l'entrée du port de Lisbonne. Ensuite, nous écouterons Adriano Sionca, responsable culturel du mouvement Casa Pound, qui nous parlera du Mont Palatin, la montagne sacrée des Romains. Et la traduction de l'intervention d'Adriano sera assurée par Sébastien. Tout sera en français alors. Parfait. Chers amis, j'ai choisi la tour de Belém parce que je crois que ça nous touche à nous, Européens, visuellement. C'est pas par hasard que la tour est partout dans les catalogues de tourisme, tous les affiches pour ceux qui veulent connaître Lisbonne. Mais ici, je voudrais dire quelques mots et une réflexion un peu personnelle, et pas seule, sur la tour de Belém, et pas exactement l'histoire de la tour et tout ça. J'espère j'espère la curiosité sur la tour de Belém. Bon, la tour a été construite au XVIe siècle et comme partie intégrante d'un système de défense protégeant l'embouchure du Tage à Lisbonne. Mais la tour est principalement un haut lieu symbolique des grandes découvertes, d'une projection de l'Europe vers le monde. Et on peut bien voir, c'est comme un navire de pierre, comme j'ai écrit, ancré à l'extrême occident de l'Europe. La tour a principalement un rôle d'affirmation du pouvoir, et affirmation du pouvoir par la beauté. Il faut dire que pendant le règne du roi Manuel Ier, nous assistons à la construction d'un grand empire portugais qui fait du Portugal un des pays plus riches et plus puissants du monde à l'époque. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, Vasco da Gama, vous connaissez bien, découvre la route des Indes. Álvares Cabral découvre le Brésil. Francisco d'Almeida devient le premier vice-roi des Indes. Et Alfonso de Albuquerque contrôle les voies commerciales de l'océan Indien et du golfe Persique pour le Portugal, pour l'Europe, et contre le commerce musulman. Mais en même temps, Manuel Ier a la préoccupation d'affirmer tout son pouvoir
avec un grand développement des lettres, des arts, de la culture. Et c'est pour ça que la tour de Belém est un bon exemple de cette affirmation, un haut lieu symbolique. Elle croise un système défensif moderne, entre guillemets, à l'époque, avec une tour presque médiévale. Visuellement, la tour est un navire, mais elle est aussi un château. Le navire, nous savons bien, est comme une petite partie de la patrie, une ambassade maritime itinérante. Mais la tour de Belém, elle est comme Janus, le dieu romain des commencements et des fins. La tour a une face tournée vers le passé et l'autre sur l'avenir. Elle regarde en même temps l'Europe et l'Atlantique. Elle est la beauté dans l'horizon. Mais c'est très important aussi de voir l'architecture et la beauté comme affirmation du pouvoir, mais en même temps comme affirmation, comme une mobilisation collective. Une petite note que je n'ai pas écrite, c'est la tour de Belém reste jusqu'à nos jours très très symbolique pour les Portugais et même pour les Européens, tous les Européens qui visitent Lisbonne. Mais c'est intéressant de voir que pendant l'exposition, ce que ça s'appelait l'exposition du monde portugais de 1940, organisée par l'État nouveau de Salazar, une très grande exposition, une espèce d'exposition mondiale dédiée à l'Empire portugais, un grand monument à les découvertes a été construit, mais c'était un monument éphémère, temporaire, seulement pour l'exposition. Mais après l'expo, la population de Lisbonne et beaucoup d'intellectuels, beaucoup de monde va dire que nous voulons de nouveau notre monument à la découverte. Et ce monument-là est comme un deuxième navire de pierre qui est à Belém aussi. Et c'est très intéressant de voir, c'est presque un avant et un après. Et on croit toujours qu'on va avoir notre autre navire. Mais, en parlant sur la tour de Belém, elle est un des exemples le plus représentatifs du style manuelin. Et ici on voit un combat avec les Français. Mais on voit que l'art manuelin, que se traduit par une abondance de motifs décoratifs liés aux découvertes et à la marine portugaise, par exemple coquillages, coraux, vagues, poissons, encre, instruments de navigation, que se mêle en même temps la sphère armillaire qui est aujourd'hui au drapeau portugais, et même la croix du Christ, qui était des symboles personnels du roi Manuel, qui étaient le reflet du pouvoir temporel et spirituel. C'est curieux que le manuelin est un mélange de styles de l'époque. Et c'est intéressant de dire que, les iconoclastes que nous connaissons bien, ils disent toujours que la mélange de ces éléments, c'est comme une intégration, c'est la première globalisation,
c'est en fait une mondialisation. Désolé mes chers iconoclastes, mais c'est pas ça. C'est une architecture de conquête. C'est une affirmation de pouvoir. Ces éléments, ils fonctionnent comme des trophées des découvertes. Mais on peut se demander, l'art magnonin est un mélange de styles de l'époque, un gothique flamboyant, ou comme défendait le philosophe portugais António Quadros, le début du baroque, qu'il appelait le baroque atlantique. Bon, de nouveau, un Janus architectonique. Une autre petite note sur le nom de la tour de Belém. Le premier nom de la tour de Belém, c'est la tour de Saint-Vincent. Et ce Saint-Vincent, c'est le martyr de Saragosse. Et Saint-Vincent est le saint patron de Lisbonne, dont les reliques sont transportées de l'Algarve ou de Valencie, il y a des deux théories, à Lisbonne au IIe siècle. Et pourquoi? Pour donner une force spirituelle à la reconquête de Lisbonne. En 1147, Alphonse Ier réussit l'aide des chevaliers du nord d'Europe, des Germains, des Normands, des Hollandais, des Anglais, qui vont vers la deuxième croisade et qui s'arrêtent à Lisbonne pour aider à la reconquête de la ville. Et il y a une légende qui dit que le navire qui a transporté les reliques de Saint-Vincent a été guidé par 2 corbeaux. Et je me rappelle toujours de Hugin et Munin, comme la réflexion et la mémoire. Et c'est intéressant de voir que les corbeaux restent jusqu'à nos jours un symbole de Lisbonne, très présent dans l'art représentatif de ma vie. Et c'est très intéressant aussi, je viens de savoir, dans mes balades à Paris, que le premier nom de l'église de Saint-Germain-des-Prés était exactement Saint-Vincent. C'est intéressant j'écoutais Slobodan en parlant de l'Occident comme conscience, d'après Abelio, et je me rappelle toujours de l'idée du Portugal, de toute la péninsule ibérique comme une tête d'Europe vers le monde. Et cette idée de la péninsule ibérique comme tête d'Europe vient de la représentation de notre continent comme une reine, fait par le poète et mathématicien autrichien Johann Putsch en 1537. Et je me rappelle toujours, comme a écrit le grand poète portugais Luís de Camões, auteur des Lusiades, le poème épique de 1556 sur les grandes découvertes. Je me rappelle toujours. De la superbe Europe, elle est comme la tête. Souvent, elle éprouva les changements du sort. Mais toujours la fortune a fait un vain effort pour abattre sa force ou briser son courage. Elle relève un front plus fier après l'orage. C'est de la poésie pour nous donner toujours la force. Et pour finir, une note aussi sur Dominique Vénère, un homme que m'a beaucoup influencé,
pensées, lectures, tout. Et je me rappelle aussi à propos des grandes découvertes, de la projection de l'Europe, d'un passage que j'ai lu sur Dr. Rebelle, mais le passage que j'ai ici, c'est une interview faite par notre ami Christophe Azéa, où Dominique Vénère disait, je cite, « Très tôt, alors que j'étais encore soldat, j'avais senti que la guerre d'Algérie était bien autre chose que ce qu'on disait ou que pensaient les naïfs défenseurs de l'Algérie française. J'avais perçu qu'il s'agissait pour les Européens d'un combat identitaire, puisqu'en Algérie, ils étaient menacés dans leur existence même par un adversaire ethnique. J'avais senti également que nous défendions là-bas, très mal, les frontières méridionales de l'Europe. Et ici, contre les invasions, les frontières se défendent toujours au-delà des mers ou des fleuves. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un front pour la beauté, un front pour l'Europe. Et je termine de nouveau avec les paroles de Camões, en disant que la défense de notre univers esthétique contre les iconoclastes de nos racines, de notre culture, les iconoclastes de la beauté, il faut un front plus fier après l'orage. Merci à vous.